Bonjour à vous tous. Dans cette intervention, nous adressons au président de la Commission de l'Union africaine, au responsable du département paix et prévention de conflits de l'Union africaine et à tous les États membres de l'Union africaine. Nous réserverons dans une partie des détails à notre prochaine adresse à la présidence de l'Union européenne et, dans la présente adresse, nous allons soulever quelques questionnements auxquels nous attendons des réponses de la part de l'Union africaine. Il est clair que nous allons fournir nos propres réponses, mais celles de l'Union africaine et de ses responsables sont souhaitées. La vie de nous tous est secouée par des événements auxquels nous entendons très peu, même si nous savons qu'ils sont inévitables, mais ils sont stochastiques. Donc nous n'avons aucune idée quand est-ce qu'ils se produiront. Hier, nous avons appris le décès du prophète de l'une des religions les plus polythéistes. Cette religion est la religion du sport dans sa branche qui est le football. Le décès du prophète Diego Armando Maradona. Grâce à lui, nous avons vécu un moment de communion avec le peuple argentin, avec une partie du peuple argentin lors de la Coupe du Monde de 2010 au Brésil. C'était lors d'une couverture d'ambiance pour un journal algérien du match Argentine-Allemagne. Allemagne dirigeait l'Argentine à l'époque, dirigée par ce prophète du football, Diego Armando Maradona. Donc, à tous les Argentins, recevez l'expression de notre peine, de notre tristesse. Pour nos compatriotes d'Algérie, c'est une opportunité pour parler notre langue algérienne, la maternelle et celle que nous avons apprise à Alger. Nous aurions tant aimé voir deux parmi les plus appréciés joueurs d'Algérie de notre part. Nous aurions tant aimé voir Diego Armando Maradona jouer contre Chaban Masran. Jouer avec Chaban Masran. Donc, en termes populaires et respectueusement, affectueusement pour Chaban Masran, dit شعبان لو كان لعبت معاه اليوم راح تقول لنا كلام اللي ما نساوهش كاع. لو كان لعبت ضده يفرح كي تهبلو، تفرح كي يهبلك. L'autre joueur parmi ceux que nous apprécions le plus en Algérie, c'est Rachid Adghir. يا رشيد لو كان تلعب ضد دييغو أرماندو مارادونا الساكينة تصعدش راه تحكوه في البلاصة. لو كان تلعب كونتر دييغو أرماندو مارادونا الساكينة تصعدش راه تحكوه في البلاصة. لو معناهم العرضهم جو بونس كيخيسوا العقل. Donc à travers ces deux joueurs que nous apprécions affectueusement et sportivement, même si le football n'est pas notre tasse de thé, nous n'avons pas pratiqué, nous l'avons joué comme enfant. À travers Chaban Masran et Rachid Adghir, nous redisons notre compassion à toute l'Argentine. Donc, venons-en. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs
Monsieur le chef département paix et prévention de conflits, à messieurs du NEPAD. NEPAD, c'est the New Economic Partnership for Africa's Development. Nous allons vous demander de réagir à certaines de nos affirmations. En particulier les messieurs du NEPAD qui ont mis en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons les chiffres, nous avons développé quelques nouveaux calculs, nous allons être bref avec vous, ce n'est pas de l'économie que nous allons faire, notre objectif c'est la paix. C'est la paix. Nous allons être assez sévères avec vous. Et bien sûr, nous vous contacterons via Internet. Donc, à Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, nous allons focaliser sur la cessation de cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Nous allons focaliser sur la cessation de la guerre qui est en train de se dérouler sous nos yeux entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Avant toute chose, comme nous l'avons dit, des événements d'ordre probablement personnel, ils sont pour énormément dans ce que nous faisons pour la paix en Afrique, pour la paix en Algérie, pour la paix en Afrique du Nord. Donc, nous commençons par vous dire l'Afrique a été et est toujours le royaume des vautours, une proie, une victime de la prédation. Une victime de la prédation. Pour dire ces premiers mots, nous sommes un peu désolés, un peu tristes de ne pas avoir reçu l'autorisation de révéler l'identité de la personne qui est derrière ces mots. Cette personne, elle est là. En plus de cette personne, il y a d'autres personnes qui nous ont appris. Ces personnes sont des écrivains, des artistes, des poètes. Et parmi eux, l'écrivain de ce livre, Pays d'Okemal, nous vous lisons une phrase. Je n'ai pas cherché à savoir si je suis devenu un autre. Je suis revenu, c'est tout. Et tout le village le sait. Et l'obscurité est revenue. Et je n'ai pas cherché non plus à savoir ce que les hommes et les étoiles d'ici pensent de mon retour. Et je n'ai pas cherché non plus à savoir ce que les hommes et les étoiles d'ici pensent de mon retour. Pour eux, les hommes, je suis revenu sans doute comme l'obscurité. Pire, comme une chauve-souris. Les étoiles d'ici sont invisibles, imprévisibles. Elles peuvent survenir d'un moment à l'autre. C'est Pays d'Okemal, écrit par notre compatriote le Mahdi Acharchour. Nous vous suggérons sa lecture. Nous vous suggérons la lecture d'autres livres qu'il a commis. Les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, et même après, Hussein Aït Ahmed a donné sa vie à la patrie, à l'amour, à la paix. Dans un mois, sera commémoré par ceux qui l'aiment son départ. Hussein Aït Ahmed
est l'homme le plus trahi d'Algérie de son vivant et même après. Hussein Aït Ahmed a fait sortir de l'ombre des hommes et des femmes qui aujourd'hui doivent se regarder profondément dans un miroir. Hussein Aït Ahmed n'a pas besoin d'éloges, n'a pas besoin de reconnaissance de nous autres. La reconnaissance, il l'a eu de plus grand que lui. Pour nous, nous sommes admiratifs de son génie. Pour nous, nous sommes admiratifs de son génie, de sa douance. Nous sommes admiratifs de son patriotisme. C'est l'un des rares hommes à avoir fusionné génie, douance et patriotisme. Pour nous, Hussein, nous disons Hussein, a aussi une autre dimension. C'est la dimension amour, de cet amour que nous portons dans notre cœur pour des personnes que nous aimons, que nous chérissons. Parmi ces personnes, une est venue chez vous, est venue en Afrique centrale, en Ouganda. Comme cet homme, il y en a d'autres. Nous pensons à Modibo Keïta, le Malien. Nous pensons à Walter Sisulu, le Sud-Africain. L'âme, la conscience de l'émancipation, pour l'émancipation des Sud-Africains. Nous pensons aussi à Thomas Sankara, le Burkinabé, qui a vécu si peu pour son peuple, qui a vécu si peu pour toute l'Afrique. À la différence de l'Algérie qui continue à être dénommée ainsi, une dénomination que lui a donnée un militaire français. Lui, il a réussi une prouesse, un acte de bravoure, de patriotisme, de dignité humaine, qui restera dans les annales de l'histoire sur 10 000 ans, 20 000 ans. Il a changé le nom de Haute-Volta de son pays en Burkina Faso. Burkina Faso signifiant la terre des hommes intègres. Nous avons eu le plaisir d'avoir assisté à des rencontres, des conférences sur l'immense activité du GRILA, G-R-I-L-A, à Montréal, qui a développé un travail de titan pour que son assassinat reste impuni, pour que son assassinat ne demeure pas impuni, pardon pour le lapsus. Dommage que l'un des compagnons les plus fidèles, les plus sûrs, les plus aimés de Hussein Aït Ahmed, Ali Msili, l'assassinat de Ali Msili demeure à ce jour opaque à cause de la France, à cause de l'Algérie, à cause de l'État français, à cause de l'État algérien. Hussein Aït Ahmed a travaillé pour la Tunisie, une fusion de la Tunisie et de l'Algérie. Modibo Keïta a travaillé pour la création du Grand Sénégal français. Deux esprits qui ont vu grand pour toute l'Afrique. Deux esprits qui sont trahis ce jour. L'Algérie et le Mali se retrouvent dans le cycle infernal de la partition. Okay. Avant d'aller vers certains détails de notre adresse à vous,
Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, à vous, responsable du département paix et sécurité de l'Union africaine, à vous, théoriciens et économistes du NEPAD, Nous devons d'abord nous adresser au roi du Maroc. Votre Altesse, quand la France a commis un acte terroriste ignoble en 1956, votre grand-père a offert votre père pour la libération de ces Algériens qui ont participé à libérer votre pays. Votre Altesse, quand nous avions traversé le Maroc il y a quelques années de cela déjà, d'un retour, d'un voyage en Europe, nous nous sommes sentis chez nous dans tous ses aspects, notre chez nous dans tous ses aspects, aspect pauvreté, aspect fierté, aspect naturel, aspect identité. Votre Altesse, nous vous demandons de faire un geste en faveur de la nation marocaine. Lequel geste en faveur de la nation marocaine sera apprécié comme s'il s'adressait à la nation algérienne, comme s'il est fait envers la nation algérienne. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont vécu et vivent des périodes, des processus de déstabilisation. Votre Altesse, ayez un geste de miséricorde envers tous les Marocains qui ont agi dans un terrain politique. Ayez un geste de mansuétude envers ces Marocains qui veulent la liberté. Ayez un geste envers toutes les Marocaines et tous les Marocains qui vous disent qu'ils sont un nazir. Libérez-les. En faisant cette action, vous en sortirez grandi. En faisant cette action, vous nous donnerez une leçon à nous, Algériens. Nous voulons aussi nous adresser au président de la République tunisienne. Monsieur le Président, nous sommes venus en Tunisie pour nous installer au Canada. Nous avons fait des démarches administratives à l'ambassade du Canada à Tunis. Même chose, Monsieur le Président. En pénétrant sur le territoire de Tunisie, nous étions sur notre terre. Malgré les petits bobos, les petites choses, des humains. Monsieur le Président, faites un geste en faveur de l'Algérie, en faveur du Mali, en faveur du Niger. Appelez à la paix. Monsieur le Président, nous sommes tristes de vous le dire. Nous sommes très heureux pour votre élection. C'est l'une des élections les plus marquantes de ces dernières années en termes de légitimité, en termes de justice, en termes de transparence. Vous avez une légitimité politique, populaire, internationale, juridique, légale, diamantifère. Monsieur le Président, mais vous êtes l'archétype qui montre l'affrontement de la gouvernance et du gouvernement. Vous incarnez un gouvernement. Votre banque centrale incarne la gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes otage de votre gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le Président, vous ne pouvez absolument rien faire pour le peuple tunisien, pour nos frères et sœurs de Tunisie, parce que vous êtes pris dans l'engrenage du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organisations internationales. Et d'autres organisations internationales.
Monsieur le Président, vous êtes pris dans l'enfer de l'endettement et des NPL. Monsieur le Président, nous avons été tristes quand nous avons appris que l'Algérie vous a offert 150 millions de dollars. Monsieur le Président, nous avons été aussi, quelque part, attristés par la position de la Tunisie avec les États-Unis d'Amérique, qui lui ont accordé un prêt de 600 à 650 millions de dollars pour s'armer. Monsieur le Président, l'Algérie peut vous aider. Monsieur le Président, vous pouvez aider l'Algérie. Monsieur le Président, en aidant l'Algérie, vous aiderez le Maroc. Monsieur le Président, si nous sommes élus président de l'Algérie, notre première décision, Monsieur le Président, fera très mal aux Tunisiens. Elle portera sur la surévaluation du dinar algérien. Mais cette douleur que nous infligerons, Monsieur le Président, nous allons la compenser immédiatement par des actes concrets de générosité et d'aide. Des actes de générosité et d'aide, que ce soit envers la Tunisie, envers le Maroc, envers nos pays frontaliers par le sud, dans un cadre négocié, dans un cadre de recherche d'un objectif commun pour le bien-être des nations nord-africaines et africaines. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les chefs des États membres, Monsieur le Président Monsieur le chef département du département paix et prévention de conflits, pour actualiser nos informations, nous avons consulté votre site internet. Étrangement, votre site internet ressemble au site internet des institutions officielles de l'Algérie. Étrangement, votre site internet ressemble à celui du G5 Sahel. C'est triste, Monsieur le Président de la Commission. C'est triste, Monsieur le responsable du département paix et prévention de conflits. C'est triste, Messieurs les chefs d'État, que vos déclarations n'apparaissent pas sur le site internet de l'Union africaine. Ce qui est encore plus dramatique, la quantité immense de fausses informations qu'il contient. Ce qui est encore plus dramatique que le dramatique. Des documents signalés sur votre site internet sont inexistants. Il est hors de question de passer en détail ce genre d'informations avec vous. Monsieur le Président de la Commission africaine, dans notre dernière intervention auprès des chefs des nations et présidents du Mali, du Niger et de l'Algérie, nous avons dit que le problème majeur, le problème fondamental des Africains, c'est qu'ils ont craché sur leur culture et tradition. Sur votre site internet, il y a l'expression Ubuntu. Cette expression Ubuntu confirme ce que nous avons dit. C'est grâce à Nelson Mandela que cette expression a été mise sur votre site internet. Si je suis comme ça, c'est que si je suis comme ça, je suis grâce à vous. La signification d'Ubuntu. Mais Ubuntu n'a pas été rendu célèbre par les Africains eux-mêmes. Il a été rendu célèbre par des Danois qui ont conçu un système d'exploitation pour ordinateur gratuit
Dans cette intervention, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous adresser aussi en anglais ou bien traduire certains de ces aspects en anglais. So, I apologize to the English native speakers. I would have liked to address them in this tongue in order to avoid misunderstandings and misinterpretation in what I will say. Yet, I cannot do it because I will focus on the African French colonies to make them know about what we think and what we have said about the situation in Algeria. Our messages in English to the President of the World Bank, Mr. David Malpass, and the President of the IMF, the International Monetary Fund Board, Mrs. Kristina Georgieva in English, are available on the web, on internet. Monsieur le Président de la Commission africaine, la trace de l'activité du soutien, du financement de Muammar Kadhafi, le dirigeant de la Libye assassiné sur sa terre, sont visibles dans vos documents. Muammar Kadhafi, le dirigeant de la Libye, a été l'homme qui a fait le plus d'efforts, qui a donné le plus d'argent pour que l'Afrique devienne un continent écouté. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine est un sous-secrétariat du Pentagone ou bien du ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique? Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine est une agence de l'OTAN? Monsieur le Président de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine est un bureau de liaison de la Banque mondiale, du FMI et de l'Union européenne? Nous n'allons pas vous faire la lecture de certains documents, la lecture de tout le document, mais nous allons vous rappeler quelques-uns. Le 6 mars 2016, nous avons écrit au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon à l'époque, et nous avons fait une copie à M. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, Jin Yong Kim, président de la Banque mondiale à l'époque, Christine Lagarde, directrice générale du FMI à l'époque, et nous nous excusons si nous écorchons son nom, Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, à M. Nabil Al-Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Et nous avons fait une copie à Justin Trudeau et à Blaise Bouteflika. Sur la dénomination de l'objet de la lettre nous avons reçu une réponse de la part du secrétaire général de l'ONU. Ensuite, nous avons saisi les ambassadeurs de certains pays africains à l'ONU. Mais nous n'avons pas eu de réponse de la part de la Commission de l'Union africaine. C'est triste. Donc cette lettre que nous avons adressée, en particulier dans notre cas là, au secrétaire général de l'ONU et au secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, et sous l'initiative, l'objet c'est l'initiative BRINA. BRINA c'est B c'est pour base, RI c'est pour richesse, N naturel, A
pour Algérie quand il s'agit de l'Algérie, A pour africaine quand il s'agit de l'Afrique. Après avoir énuméré les protocoles de rédaction, d'une lettre au secrétaire général de l'ONU, comme sous la force du droit international codifié dans les chapitres les articles 6 et 7 de la Charte des Nations Unies, la Convention des droits de l'enfant, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies numéro 1803, nous précisons 1803 du 14 décembre 1962 portant sur le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses naturelles et leurs ressources naturelles et la prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que de l'importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables. Déclaration de l'Organisation internationale du travail, etc. Nous avons demandé au secrétaire général de l'ONU, dans ce paragraphe, sous votre autorité, je vous demande, quand nous écrivons au secrétaire général de l'ONU, c'est le je qui l'emporte. Ici, nous utilisons un nous de modestie. De déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional. D'agir auprès de la Banque mondiale pour la révélation de certaines informations, d'agir auprès du FMI pour qu'il fasse preuve de transparence en divulguant d'une façon intelligible par les citoyens de la position nette de l'Algérie, etc. De concert avec le Canada et d'autres pays, lancer une initiative internationale de déclaration préliminaire de responsabilité sociale des entreprises, Business Social Responsibility, et non pas business, responsabilité sociétale. Sur votre recommandation, nous avons demandé au secrétaire général de l'ONU de lancer le projet pour l'indépendance monétaire de la zone CFA et inviter les autorités politiques françaises à reconnaître les désastres contre les peuples africains et leur droit régalien à frapper leur monnaie afin de rendre la coopération sous-régionale économique plus efficace, à même d'améliorer la situation des pays dits du Sahel. Dans une lettre du mois de janvier 2020, on est en novembre 2020, en janvier 2020, nous avons saisi des chefs d'État sous l'objet Afrique du Nord pour la dictature des libertés et la libération totale des nations. C'est un appel que nous avons lancé et que nous avons publié et que nous avons envoyé à des chefs d'État. Dans les instruments pour la libération des peuples d'Afrique du Nord et dans la partie instruments internationaux, nous avons écrit: il est primordial de saisir la Cour pénale internationale pour qu'elle amende la qualification du génocide pour inclure le fiducide, qui est le massacre des populations par la dévaluation des monnaies qui entraîne la dépréciation de leurs richesses. Cette action doit être jumelée avec une autre amenée envers le Conseil des droits de l'homme et le Conseil économique et social de l'ONU pour réévaluer les seuils de pauvreté en usage dans les analyses des organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE. Dans une première phase, l'ONU se chargera d'exiger des calculs internationaux des niveaux de pauvreté soient faits selon des scénarios faibles, bas, suffisants, moyens et élevés, ou hauts, qui sont en usage dans sa division des populations. Calculer des volumes de population avec un seuil de pauvreté de 1,5 $ et de 3 $ est une insulte envers les nations africaines. Les calculer avec plusieurs seuils, jusqu'à 15 $ par jour et par personne, montrerait que l'Afrique est dans l'enfer de la misère.
Vu aussi dans les instruments internationaux, vu que le bonheur national brut ou gross national happiness et l'indice de progrès véritable ou Genuine Progress Index sont évalués par diverses organisations internationales, la formation des communautés nord-africaines à leur calcul doit être incluse dans les objectifs de l'ONU et devra faire l'objet d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'aspect lié au conflit et leur typologie, l'Uppsala Conflict Data Program, Uppsala en Suède, et le Stockholm International Peace Research Institute doivent être approchés pour l'implémentation d'une procédure de conformation et vérification du nombre de victimes par l'intégration des populations locales touchées par les conflits actuels et à venir en Afrique du Nord. L'introduction du type conflit contre les civils et la révision des seuils des victimes dans les catégorisations des conflits est un aspect qui a toute son importance pour l'appel au chapitre paix et sécurité, les articles 6 et 7 de la Charte des Nations Unies qui faciliterait la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU et l'envoi des missions d'évaluation de conflits et leur prévention. Monsieur le Président de la Commission, messieurs les chefs d'État, monsieur le chef de département paix et prévention de conflits, qu'attendez-vous pour exiger l'évaluation de la présence des forces de l'OTAN et plus particulièrement les forces françaises dans certains pays d'Afrique et en particulier au Mali et au Niger? Monsieur le Président de la Commission, messieurs les chefs d'État, monsieur le chef de département paix et conflit de l'Union africaine, il relève d'une honte pour l'Union africaine de ne pas avoir fait de déclaration que toute l'Afrique est victime d'une guerre en termes normatifs, en termes juridiques. Nous clarifions le mot guerre. L'Afrique est victime de conflits internes. L'Afrique est victime de conflits internes internationalisés. L'Afrique est victime de conflits internationalisés. Pour les conflits internes, ils sont d'ordre anthropologique. Pour les conflits internes internationalisés, ils relèvent de l'anthropologie et de la prédation, plus les autres instruments de la guerre, des guerres hybrides, que sont les drogues, que sont l'inondation par les drogues, l'inondation par des monnaies fausses pour certaines, et l'explosion des phénomènes de prostitution. Plus les problèmes liés à la transnationalité, ce que vous appelez le terrorisme. Pour les conflits internationalisés, ils sont liés essentiellement à la prédation des ressources naturelles de l'Afrique, en particulier par l'Europe pour renouveler l'accord de Berlin de 1885. Sans le renouvellement de cet accord de 1885, dit l'accord de Berlin, auquel les Africains doivent s'opposer de la manière la plus radicale qui soit et de la manière la plus intelligente et pacifique, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'une guerre. Et la privation de la France de ses ressources naturelles nous allons revenir en détail sur cet aspect avec la présidence de l'Union européenne. La France et l'Europe seront le noyau d'un conflit
et d'un conflit dont la déflagration va les toucher eux-mêmes. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Commission, messieurs les chefs d'État membres, les conditions de travail sont très difficiles. Nos conditions de travail sont très difficiles. Avant d'aller vers certains chiffres, certains droits internationaux, nous nous arrêterons pour souffler parce que le fait d'avoir reparlé de Hussein Ahmed, de Modibo Keïta, de Walter Sisulu, de Thomas Sankara, nous a un peu secoués. Donc nous nous arrêterons pour un moment et nous reprendrons immédiatement après. Donc, dans cette dernière partie sur laquelle nous focaliserons sur l'aspect économique et en particulier la zone de libre-échange continentale africaine, nous ferons d'abord rappeler ces deux cartes. Donc, ici c'est toute l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord, vous avez le Mali et le Niger. Légèrement à droite, c'est le Tchad et c'est très important avec sa frontière avec la Libye. C'est la bande d'Aouzou qui est visée aussi pour ses richesses naturelles. Et bien sûr, la France ne lâchera jamais cette bande. Ne lâchera jamais cette bande. Ça, c'est la vue, on va dire, d'un atlas géographique. Voici maintenant... nous rappelons la carte vue d'un satellite. Ça c'est pour montrer toute la zone désertique. Donc, Monsieur le Président de la Commission africaine, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le chef département paix et prévention de conflits, aux messieurs du NEPAD, aux messieurs du NEPAD, un questionnement. Que se passe-t-il dans cette région? C'est-à-dire au Mali, au Niger, au nord du Mali et du Niger, au sud de l'Algérie, en Libye. Bon, nous connaissons tous ce qui s'y passe. La réponse, si rien ne s'y passe, il faudra trouver le pourquoi. Parce qu'elle est sous contrôle de la France. Une déclaration d'un ancien chef d'État de l'un de ces États a dit que la France a interdit l'accès aux armées du Mali et du Niger à cette région-là. Et c'est l'armée algérienne qui est en train de supporter tout. Mais pourquoi la France a interdit l'accès aux forces maliennes et nigériennes à leur territoire? Donc, les histoires de terrorisme, etc., il faut le chercher d'abord du côté français. Or, nous pensons avoir fourni la preuve que l'Union africaine est sous le contrôle de l'OTAN. Ça, c'est la première. Nous pensons avoir fourni que l'Union africaine est contrôlée par le secrétariat d'État des USA et son secrétariat à la défense. Et nous avons maintenant fournir la preuve que l'Union africaine est aussi contrôlée par l'Union européenne. Pour cela, il suffit d'aller sur le site internet de la CEDEAO. Et vous allez trouver que par un truchement d'organisation, la CEDEAO est financée intégralement ou en partie par l'Union européenne. Comme nous l'avons dit au début,
Hossein Aït Ahmed était un génie, un doué et un patriote. C'était un utopiste, un révolutionnaire utopiste. Hossein a scellé son avenir politique en 1953 quand il a négocié avec John Dulles, le secrétaire d'État des USA à Tripoli. Hossein Aït Ahmed en 1964 a écrit un livre, La guerre et l'après-guerre, les éditions de Tripoli 1964 en France, publié en France. À la page 53, il écrit: l'attribution d'un ministère à un Français libéral et d'un autre à un Israélite d'origine algérienne sera le critérium tangible de la représentativité du gouvernement et du degré de sincérité de sa profession de foi politique. Atteindre ce niveau d'ouverture politique en 1954 ne peut être que l'œuvre, un exercice d'un homme d'une autre dimension. À la page 97 du même livre, il faut que l'Algérie devienne un point d'application de la surenchère entre les deux grands. Nous répétons, il faut que l'Algérie devienne un point d'application de la surenchère entre les deux grands. Que Khrouchtchev puisse être amené à dire à la France et aux États-Unis: bats les pattes en Algérie. Nous répétons cette phrase. Il faut que l'Algérie devienne un point d'application de la surenchère entre les deux grands. Que Khrouchtchev puisse être amené à dire à la France et aux États-Unis: bats les pattes en Algérie. En fait, il lui sera sans doute plus facile de dire bats les pattes au Maghreb, dans le monde arabe, en Afrique ou dans le monde de Bandung. Pour ceux qui ignorent le monde de Bandung, c'est l'organisation des pays non alignés, créée en Indonésie. Donc pour nous, il ne s'agit plus de faire de la surenchère entre les deux grands, c'est-à-dire actuellement la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique dans la mesure où il y a d'autres grands. La Chine, le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne, en tant que structure para-étatique. D'autres grands. Donc pour nous, il s'agit de dire aux nations africaines, et en particulier aux nations nord-africaines, que ces terres nous appartiennent. Et nous ferons tout pour qu'elles deviennent nos terres de paix et non pas votre terrain d'affrontement. Dans le document du NEPAD, repris par l'Union africaine, conditions de réussite dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain, coordination entre les communautés économiques régionales et l'OMC. Nous lisons: la mise en œuvre de la ZLECAf et le choix de la population africaine. Nous avons dit au début, pourquoi l'Union africaine publie-t-elle des mensonges sur son site internet? Voici le mensonge. La mise en œuvre de la ZLECAf et le choix de la population africaine.
mais elle est également dans une formulation en langue française qui nous paraît un peu bizarre, mais elle est également limitée et rendue possible par les actions des autres États du système international. Les modèles actuels de protectionnisme mondial et de tendance néo-mercantiliste. Nous insistons sur le mot, l'adjectif néo-mercantiliste, détermineront la façon dont l'accord commercial profitera aux États africains. En termes de summum de l'abjection, nous ne pouvons pas trouver mieux. Les modèles actuels de protectionnisme mondial et de tendance néo-mercantiliste détermineront la façon dont l'accord commercial profitera aux États africains. Autrement dit en termes clairs, la ZLECAf ne profitera jamais aux nations africaines. Ceci n'a pas empêché les membres du NEPAD d'ajouter: la mise en œuvre de la ZLECAf aura un effet négatif limité sur les recettes publiques au niveau du continent. Recettes publiques. Nous comprenons qu'il s'agit de la fiscalité douanière. Puisqu'actuellement, les frontières entre les pays sont des passoires. Passons aux chiffres maintenant. Voici les chiffres, le tableau que vous allez trouver dans le document Conditions de réussite de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sont ces chiffres. Nous les avons repris à notre manière, bien sûr. Nous avons repris les mêmes chiffres et ce que vous voyez en rouge sont nos calculs. Nous avons calculé d'autres indicateurs. Nous n'allons pas travailler le détail économique de théorie économique, mais nous allons donner les contrées. Pas possible. Pour cela, nous devons d'abord vous montrer un autre document. Comme ceux qui liront ce document sur la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ne trouveront aucun mot sur les monnaies. Aucun mot sur les monnaies. Maintenant, en étant conscient de ce que nous allons dire, de la gravité des mots que nous allons utiliser, nous disons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. Nous répétons, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. C'est elle qui garantit, assure, maintient le terrorisme monétaire décidé par la France dans la zone CFA. Il est probablement différent de par ces éléments constitutifs du terrorisme dont nous entendons parler en omnibus. Mais ces effets sont ravageurs. Nous sommes tentés de dire qu'ils sont plus destructeurs que le terrorisme mafieux. Qu'ils agissent par des groupuscules prétendument extrémisme religieux manipulés par les divers services secrets, qu'il s'agisse des organisations prétendument religieuses qui roulent pour les mafias transnationales. Le terrorisme monétaire mené par l'Union économique et monétaire ouest-africaine est son nom. Un sondage auprès des nations des pays de la zone CFA sur leur
perception de cette monnaie, nous sommes certains qu'il révélera la soumission, l'état de servitude dans lequel il se sent. Autre élément important de ce document, il n'y a aucun élément sur les ressources, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune prise en charge, aucune prise en considération des ressources naturelles. Bien sûr, voici la dernière édition de Environmental and Natural Resource Economics, a Contemporary Approach. Ce genre de livre n'existe même pas en France. C'est le livre de théorie économique utilisé à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, dans le domaine économique et du droit, sans nous avancer trop sur le droit, hein. En tout cas, le département de sciences économiques de l'Université de Montréal est réputé être celui de l'Université de Chicago. C'est-à-dire qu'à l'Université de Montréal forme en quelque sorte des Chicago Boys, des Montrealer Boys en termes économiques. Ok. Dans les pays africains, l'Afrique du Nord, nous sommes quasiment certains qu'une... Bon, bien sûr, ce sont des livres en anglais. Passons aux chiffres. Nous avons ici les populations de la décade 96-2005 à la décade 2056-2065. C'est-à-dire sur 1996 jusqu'à 2065, 2000 c'est 65 ans, plus les 10 années de 90, ça fait 75 ans. 75 ans, des prévisions, des reprises de chiffres sur 75 ans, c'est immense. Hein. Maintenant, nous allons bien sûr supprimer les deux premières décades. Nous allons nous concentrer de 2016 à 2065. De 2016 jusqu'à 2065. C'est-à-dire sur 50 ans. Nous informons qu'actuellement, les responsables de l'Union africaine, les chefs des États membres de l'Union africaine, les personnes qui nous verront, qu'actuellement les États-Unis d'Amérique sont dans des difficultés pour faire des projections, des prédictions, jamais prévision. Projection, prédiction sur un siècle. Des universitaires et académiciens canadiens ont reproché à l'État fédéral le non-financement de think tanks canadiens pour aller au-delà de 40 ans. Le Canada fait des projections sur 40 ans. Que des étrangers fassent des projections, des prédictions, c'est-à-dire de la divination, pour les États africains, sur 50 ans, relève un petit peu, de la prétention, pédanterie, outrecuidance. En termes de raisonnement, nous avons dit dans une adresse en anglais au président président de la Banque mondiale et à la présidente du conseil d'administration du FMI que the economic reasoning, the ceteris paribus and business as usual used in the economic reasoning is petrifying. Le raisonnement ceteris paribus ou bien business as usual, c'est globalement en évitant de faire de poser d'autres conditions ou bien les affaires au sens tel que
telle qu'elle devrait se dérouler est pétrifiant, est horrible. Donc, les messieurs du NEPAD qui ont fait avaler la pilule de la ZLECAf à l'Union africaine avec un mensonge caractérisé à l'intérieur, on fait fort là. Donc pourquoi? La question, c'est si nous avons posé la question du pourquoi, il faut aller vers le comment, c'est-à-dire le comment théorique. Première hypothèse, comme nous l'avons dit, l'Union africaine est une caisse de résonance de l'OTAN. Deuxième hypothèse, par le truchement de l'UFMI, Banque mondiale, OCDE, etc., les grandes organisations internationales non gouvernementales US, comme la Rand Corporation, on dit à l'Afrique, vous allez faire ça, et non pas ça. On dit aux Africains que vous allez subir ça ou ça. Et la troisième considération, la troisième hypothèse, qu'il y a une convergence d'intérêts européens et américains pour contrer les intérêts économiques de la Russie et de la Chine, malgré les déclarations politiques de posture que les jeux sont faits pour l'Afrique. C'est ce que nous allons démontrer par une lecture rapide des chiffres. Ce n'est pas nous avons fait certains calculs et d'autres indicateurs. Nous allons solliciter nos relations en mathématiques et en statistiques pour leur proposer de développer un autre travail d'application de modèles mathématiques, l'application de modèles mathématiques à ces données et essayer de trouver là. Ce que les messieurs du NEPAD ont refusé de révéler, ce sont les hypothèses de travail. Nous n'avons absolument aucune hypothèse de travail, sauf une indication que nous allons vous lire dans ce document, donc ici. L'outil IF est une plateforme libre et gratuite, qui permet d'analyser l'évolution des schémas de développement à la fois au sein des systèmes et entre les systèmes. Intrasystème et intersystème. Pour 186 pays sur de longs horizons temporels. Si vous avez une idée sur l'outil de développement IF, F c'est pour future, ça c'est clair. I c'est pour investigating. L'outil IF a déjà été utilisé pour les analyses soutenues par l'Agence de développement de l'Union africaine, notamment le document intitulé « La voie de l'Afrique vers 2063 ». Ça, c'est un document que nous avons vu, puisqu'il reprend les mêmes chiffres. Donc, nous allons faire ce que nous allons dire pour le NEPAD est valable pour l'Agence africaine de développement. L'Agence de développement de l'Union africaine. C'est-à-dire, le concert est à l'intérieur même de l'Union africaine. Choix face à une transformation d'envergure conditions for success. Éliminer la faim en Afrique, l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire. Alors que dans le cas de l'Algérie, par exemple, on parle de sécurité alimentaire. Alors que réellement, dans les documents internationaux, on parle d'insécurité alimentaire. Sur le continent africain, d'ici 2027, c'est-à-dire après-demain. NEPAD's Integrated Approach for African Development, the big push to 2063.
Et en français, l'approche intégrée du NEPAD pour le développement de l'Afrique, la grande poussée vers 2063. Nous détestons faire les procès d'intention. Donc ici, nous allons le dire avec beaucoup de retenue. L'histoire du Big Push, la grande poussée, le Big Push est traduit par la grande poussée. Alors que nos professeurs à l'Université de Montréal nous ont parlé du Big Push, qui a été une calamité pour l'Afrique. Le Big Push dont nous a parlé un de nos professeurs à l'Université de Montréal, qui est consultant pour l'ONU, pour les organisations internationales onusiennes. Il s'agit d'une théorie développée par Jeffrey D. Sachs et Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, c'est le prix Nobel d'économie. Puisque l'Afrique ne peut pas soutenir les 5 stades de développement de Rostow, donc allez-y vers le Big Push, c'est-à-dire une injection massive d'argent pour déclencher prétendument le cercle vertueux du revenu, de l'épargne, de l'investissement, et que la machine économique africaine s'emballe, redevienne comme les autres pays, comme aux États-Unis, ou en Europe, ou au Japon. Ça, c'est le Big Push. Mais là, il est édulcoré avec la grande poussée, hein, par la traduction en grande poussée. Il y a énormément de livres sur, du moins énormément, il y a beaucoup de documentation sur le Big Push de Jeffrey D. Sachs. Nous vous recommandons de lire Jeffrey D. Sachs. Nous vous recommandons de lire Joseph Stiglitz et même George Akerlof. Ce sont des Nobel en économie. Amartya Sen. Il faut les lire. Maintenant que chacun apprécie à sa manière. Mais nous vous disons que cette théorie du Big Push développée par Jeffrey D. Sachs et Joseph Stiglitz a été incendiée par des professeurs d'économie de l'Université d'Ottawa. Ok. Donc nous allons reprendre certains chiffres ici, des populations, plus exactement pour nous, c'est les populations qui nous intéressent, les PIB, les années d'école. Très, très important pour nous. Donc, en reprenant ces chiffres du Népal, nous avons fait quelques calculs additionnels. C'est ce que vous voyez en rouge. Voici ce que dit la croissance. Nous allons faire attention aux mots que nous allons utiliser pour éviter des incompréhensions. Ce graphique montre le taux de la population africaine par rapport à la population mondiale. Voici. Le taux, hein, c'est-à-dire le poids de la population africaine par rapport à la population mondiale. Elle est croissante. Du moins, le taux est croissant, le poids est croissant. Pour qu'il soit croissant, ça veut dire que la population africaine croît plus rapidement que les autres populations d'Amérique, d'Europe et d'Asie, croît plus rapidement. Ça, c'est la première. Deuxièmement, les populations des autres continents, la croissance des populations des autres continents baisse, ou bien la combinaison des deux. La combinaison des deux. Ça, c'est là. Maintenant, en bas, à ne pas confondre avec, nous allons le cacher d'ailleurs, à ne pas confondre ça. C'est l'évolution de la croissance de la population africaine
qui est différent du poids de la population africaine au niveau mondial. Ça, c'est à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique va continuer à augmenter jusqu'à 2000, d'après ça, jusqu'à 2015, 2015 à peu près, 2014-2015. Ensuite, sa croissance baissera légèrement jusqu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire après-demain. Ensuite, sa croissance sera plus prononcée à partir de 2025. Ça, c'est la lecture rapide de ce graphique. L'interprétation maintenant. Nous n'avons aucune idée sur les hypothèses utilisées pour faire ce graphique. Nous éviterons les digressions de notre professeur de démographie à l'Université de Montréal sur le contrôle des populations mondiales. Oui, dans un cours à l'Université de Montréal, nos professeurs nous donnent des digressions. Ils connaissent très bien les rouages internationaux. Bien sûr, en off, nous avons discuté, nous avons rebondi sur ces digressions de notre professeur. Bon, maintenant, étant donné que c'est une digression entre le professeur et l'élève que nous étions, bon, nous préférons garder. Mais vous pouvez chercher un petit peu sur la division population de l'ONU. Vous allez tirer des conclusions. Évitez les chiffres. La courbe, maintenant. S'agit-il de forcer les populations africaines à aller vers la théorie de Gary Becker, Nobel en économique, célèbre sur les travaux de l'économie familiale, l'économie domestique, household economics? S'il s'agit de forcer les populations africaines vers la théorie de Gary Becker, nous vous disons que les théoriciens que sont Richard Easterly et Joseph Bogart l'ont remis en cause. Easterly et Bogart ont utilisé les données africaines de démographie. Et dans les études académiques les plus sérieuses, la démographie du Niger est un cas emblématique. C'est un paradoxe, c'est une conjecture qui pose problème. Devant vous, nous allons faire un petit trait. Un petit trait. Un petit trait. Si par exemple maintenant, cette courbe, au lieu d'aller dans ce sens, elle va dans ce sens. C'est-à-dire le trait rouge que nous avons ajouté là, maintenant, devant vous. C'est-à-dire à l'horizon de 2030, c'est-à-dire dans 3 jours, 2030, l'Afrique doit être exterminée. Il y a un autre aspect de la démographie que nous réservons à l'Union européenne. Maintenant, vous avez vu la courbe sur le poids de la population africaine par rapport à la population mondiale, et vous avez vu l'évolution des populations africaines. Maintenant, nous combinons les deux courbes. La rouge, c'est la croissance prédite pas prévue, la croissance prédite de la population africaine à l'intérieur de l'Afrique même. Et en bleu, c'est le poids de la population africaine par rapport à la population mondiale. Bon, pour la partie à gauche du point d'intersection des deux courbes, nous avons dit déjà 2 mots. Mais pour la partie après le point d'intersection, c'est-à-dire cette courbe-là qui continue à augmenter, et cette courbe qui décroît. D'un côté, la population mondiale augmente, la population africaine par rapport à la population mondiale augmente. D'un autre côté, la population africaine décroît. Quand nous combinons ces deux graphiques, on sort de la démographie maintenant.
faut aller vers le politique. Nous avons dit, dans le cas où nous sommes élus président de la République algérienne, notre premier projet est de doubler, l'un de nos projets principaux est de doubler la population algérienne sur un horizon de 35 à 40 ans. Nous allons la doubler, avec condition de construction de villes dans le désert. Nous allons occuper tout notre territoire. Et nous le répétons aux messieurs du NEPAD, que la personne qui vous parle, Chérif Aissat, est un ricardien de l'économie, un libéral. Je vous signale que David Ricardo, l'unique non-économiste qui a révolutionné l'économie, est membre d'une pratique de 18 personnes. Le père et la mère de David Ricardo ont eu 18 enfants. Et que Chérif Aissat est un anti-Adam Smith primaire. Anti-smithien. Maintenant, dans ces chiffres du NEPAD, voici l'allure de la réduction de l'extrême pauvreté en Afrique. Mais nous ignorons sur quelles hypothèses ils ont fait leurs calculs. Nous allons être larges avec eux. On va dire qu'ils ont fait leurs calculs sur la base du standard du FMI de 3,5 par jour et par personne. Maintenant, si on le faisait sur 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, quel serait le volume de l'extrême pauvreté en Afrique? Quand vous voyez ça, de 1996 à 2005, l'extrême pauvreté est de 45%. La moitié de la population africaine est extrêmement pauvre. Ce qui est différent de pauvre. Et en 2056-2065, par un acte divin, il balance un taux de 1,7%. Pour ceux qui ont des difficultés à comprendre ce genre de courbe, c'est la même courbe. Les deux courbes sont identiques. Qu'il s'agisse de la courbe de votre gauche ou de la courbe de votre droite. C'est juste l'effet psychologique par la vue. Ici, vous voyez l'intensité des efforts qu'il faudra faire pour accélérer cette baisse. Dernier élément. Quand nous voyons la croissance de la population africaine qui sera de l'ordre de 2,86 milliards à l'horizon 2065, c'est les chiffres du NEPAD. Et le niveau d'instruction à l'horizon 2065 est de 9 années de scolarité. Avec 9 années de scolarité, c'est quoi ça? C'est le niveau primaire, 6 années plus 3 années. C'est-à-dire 6 ans plus 9, c'est 15 ans. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, dans ces 9,6%, il faudra tirer un petit pourcentage de ceux qui iront vers l'université. Donc, d'après ces chiffres, et en faisant des simulations avec Cobb-Douglas, le modèle dit de Cobb-Douglas, avec une condition d'homogénéité, on va supposer, nous allons laisser la théorie telle qu'elle est. Hein. Le modèle de Cobb-Douglas exige la condition d'homogénéité, c'est-à-dire qu'alpha, L bêta, alpha plus bêta égale 1. En faisant des simulations, et bien sûr en simulant aussi sur le cas, sur le coefficient dit technologique, K, F, L alpha, K alpha, L bêta. Nous allons demander à des doctorants en mathématiques qui sont dans notre réseau s'ils sont intéressés par développer ce genre de projet. Ils vont solliciter les statisticiens. Nous ignorons la consistance des programmes économiques en Algérie. Autre question. Nous avons posé la question du PIB sur l'organe qui calcule le PIB algérien. Nous n'avons obtenu aucune réponse. Pour tous les pays de la zone CFA, et nous le répétons, l'UMOA est une organisation terroriste.
Ils n'ont pas de PIB. Ils n'ont pas de position nette auprès du FMI. Parce que c'est la France qui contrôle tout. Sur quelle base ont-ils fait ces calculs? L'autre modèle économique, théorie économique, c'est le modèle de gravité de données, dont le père est Jared Diamond. Jared Diamond, voilà, en français, si on peut le prononcer comme ça. Il a été rendu, c'est l'économie géographique de Jared Diamond. Il a été rendu célèbre par le prix Nobel en économie, Paul Krugman. C'est le modèle gravité de données. Il est possible de faire des simulations maintenant. Entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, entre l'Algérie et le Nigeria, etc. C'est là où vous allez trouver ce concept de Big Push, avec la construction d'infrastructures de la route transafricaine, des aéroports un peu partout, alors que ces économistes du NEPAD n'ignorent pas, ils le savent, que toute cette région est sous l'emprise du FMI, de la Banque mondiale, avec les programmes de stabilisation de la balance des paiements d'un côté pour le FMI et un programme d'ajustement structurel d'un autre côté, ordonné par la Banque mondiale. À monsieur le président de la Commission africaine, au chef d'État membre de l'Union africaine, au chef de département paix et prévention de conflits, nous avons été très modestes dans ce que nous avons dit. Nous aurions pu aller plus loin. Le temps exige de nous d'être assez général. Nous ferons d'autres observations. Nous vous demandons d'agir, pour la paix en Afrique du Nord et dans toute l'Afrique. 2, pour vous positionner sur les droits de l'homme et arrêter d'écrire des textes complètement débiles sur vos sites internet. Nous avons travaillé sur les problématiques des droits de l'homme en Afrique avec des professeurs à l'Université de Montréal. Nous vous demandons de réagir face à la France. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, vous a humilié plus qu'il n'a humilié l'Algérie. Il a humilié l'Algérie. Et il est en train d'humilier toute l'Afrique. La dignité africaine passe par la pensée. À Walter Sisulu, à Thomas Sankara, à Modibo Keïta, à Hussein Ahmed, à Alim Sidi. Il y a d'autres, et beaucoup d'autres qui ont fait passer la dignité de leur nation avant leur aisance personnelle. Que l'amour règne dans nos cœurs en faveur des peuples qui souffrent. Et nous le répétons à nos frères et sœurs de toute l'Afrique que c'est la pauvreté qui mesure la dignité.